Février 1917. L'hiver a blanchi la toundra. Il a gelé le cœur des hommes. Le terrible hiver russe qui attise les tourments est de retour. Depuis près de 3 ans, la Grande Guerre déploie son ombre sur l'Europe. Sur le front Est, la Russie impériale combat l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Les offensives ennemies ont décimé ses troupes. Les victimes se comptent par centaines de milliers. Bientôt, l'armée du tsar, réputée invincible, montre des signes de faiblesse. Elle manque d'obus, de munitions, d'équipements. Un soldat écrit. Tout le monde prétend que la guerre finira bientôt. Mais ce n'est que pour se remonter le moral, pour empêcher le cœur de lâcher ou de perdre la raison. Les hommes sont usés, détruits. Ils souffrent de tant de privations. À Londres, comme à Paris, les Alliés s'interrogent. L'armée russe va-t-elle tenir dans ces conditions? Si elle s'effondrait, l'ennemi n'aurait plus à se défendre sur 2 fronts. Il pourrait transférer ses divisions vers le front ouest et remporter la victoire. Un matin, les nouvelles qui parviennent de la capitale russe ajoutent à l'inquiétude. Petrograd, 19 février. Ces jours derniers, les queues sont interminables à la porte des boulangeries. La farine manque. On entend des protestations monter de la foule. Les femmes tremblent de froid. Les enfants s'évanouissent. Depuis le début du conflit, Claude Hannet, le correspondant du journal Le Petit Parisien, détaille dans ses chroniques l'humeur de la cité des tsars. Témoin de ces scènes alarmantes, le journaliste français ne se doute pas qu'elles annoncent le plus grand bouleversement du XXe siècle. Hier encore, tous les observateurs étrangers parlaient de la Russie impériale comme d'un colosse invulnérable. Forte de 14 millions d'hommes sous les drapeaux, elle faisait figure de roc pour ses alliés. Dans une Europe balayée par la guerre, la dynastie des Romanov, au pouvoir depuis 3 siècles, affichait son assurance face à l'adversité. Puissance et stabilité avaient attiré les investisseurs. Les épargnants français s'étaient rués sur les emprunts russes. Une affaire à ne pas manquer. Sous l'afflux des capitaux, jour après jour, des usines étaient sorties de terre. En quelques années, la Russie était entrée dans la modernité. Mais ce développement brutal cache de sinistres réalités. Dans les campagnes, malgré le rendement colossal des terres agricoles, les paysans ont du mal à survivre. À peine sortis de siècles de servage, ils triment dans la crasse, la misère et le choléra. Dans les villes, les ouvriers, auxquels on donne encore parfois le fouet, sont exploités sans vergogne. Le grand écrivain Maxime Gorky témoigne pour eux. Jour après jour, toute notre vie, nous crevons dans le travail, dans la boue, dans la tromperie, pendant que d'autres se gavent et se divertissent au prix de nos peines.
et nous tiennent comme des chiens à la chaîne. Notre vie, c'est la nuit. Une nuit sombre. Mais cette colère sourde n'a pas voix au chapitre. Nicolas II, tsar de toutes les Russies, règne en maître sur ses 160 millions de sujets. Le journaliste du Petit Parisien a perçu les limites du monarque. Il est têtu, peu intelligent, enfermé dans le mysticisme, raidi de droits divins, incapable d'écouter un conseil et la voix de la raison. Gardien de l'héritage sacré des Romanov, Nicolas II préfère miser sur le passé, dans l'espoir de sauver l'avenir. Son unique concession à l'époque est la création d'un parlement, la Douma. Une assemblée de notables dépourvus de pouvoir face au sien, qui est infini. Sa volonté à force de loi. Le tsar a privé son pays de toute vie politique. Il brise systématiquement par la violence les soulèvements populaires. La police de l'Empire traque, emprisonne, déporte tous les opposants, quel que soit leur bord. En ce début 1917, le combat politique se mène depuis l'étranger. Parmi les exilés les plus actifs, certains sont déjà célèbres. Lev Davidovitch Bronstein, de son nom de guerre Léon Trotsky, s'est évadé de Sibérie. Chassé de plusieurs pays d'Europe pour ses convictions pacifistes, il s'est installé aux États-Unis. Sans relâche, il milite pour l'union des prolétaires de par le monde. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, a trouvé refuge en Suisse. Figure internationale de la pensée marxiste, depuis 30 ans, il lutte contre l'autocratie. Son être tout entier n'est voué qu'à un seul but, une seule idée, une seule passion. La révolution. Même s'il confie des abusés, nous autres les vieux, nous ne vivrons sûrement pas assez longtemps pour la voir. Pourtant, la Russie dort sur un volcan. Et c'est dans la capitale impériale, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, que l'histoire est sur le point de basculer. De part et d'autre du fleuve Neva, deux mondes se font face. Au sud, bat le cœur du pouvoir, tandis que la rive nord abrite les faubourgs ouvriers. Toutes les révolutions commencent par le pain. Petrograd n'en dispose plus que pour une dizaine de jours. L'heure du rationnement a sonné. Petrograd, 20 février. Les affaires ne vont pas mieux. Au petit jour, dans l'aube glacée, ma cuisinière a attendu 4 heures pour avoir 2 petits pains. Par suite de la crise des transports, qui est aiguë, le charbon n'arrive pas en quantité suffisante. Des usines travaillant pour la défense nationale ont dû ralentir la production ou fermer. C'est le cas de l'usine d'armement Poutilov, située dans le quartier populaire de Vyborg, véritable bastion industriel du pays. Faute de matières premières, 24 000 salariés sont jetés à la rue. La peur du lendemain met le feu aux poudres. Camarades, si nous ne pouvons obtenir une miche de pain en toute justice,
Eh bien, nous résoudrons notre problème par la force s'il le faut, s'écrie un ouvrier. La colère ne tarde pas à se propager. Très vite, elle déborde le quartier. La foule grise des faubourgs déferle vers le cœur de la cité pour réclamer des mesures d'urgence. Au pont Litiaini, le journaliste français est surpris par l'ampleur de la manifestation. Il se fraye un chemin jusqu'au palais de Tauride, où les députés tiennent séance. Les couloirs sont houleux. On sent l'inquiétude grandir. On me dit qu'il faudra 1 ou 2 semaines avant que charbon et minerais arrivent en quantité suffisante pour permettre la reprise du travail. D'ici là, que se passera-t-il ? Chacun attend une réaction du tsar. Mais le tsar est à Mogilev, à plus de 700 km de Petrograd. Nicolas II a pris la direction des opérations militaires pour galvaniser ses troupes. Il pense que la guerre peut encore ressouder son peuple autour de la couronne, alors qu'elle attise tension et rancœur. En son absence, l'impératrice Alexandra inonde son mari de lettres rassurantes. Les troubles, elle ne s'en soucie guère. Que Dieu te bénisse et te permette de voir de plus près nos vaillantes troupes. Ta présence leur donnera la force et le courage. Ne t'inquiète pas pour ce que tu as laissé derrière toi. Mon amour, je suis là. Ne ris pas de ta vieille et sotte petite femme. Elle porte des pantalons invisibles. Nicolas II est rassuré. Rien ne peut arriver. Pourtant, dans la capitale, de nouveaux débordements s'annoncent. Pour les endiguer, les ponts qui relient les 2 parties de la cité sont levés. Les faubourgs ouvriers sont coupés du centre-ville. Mais le pouvoir oublie un détail. À cette époque de l'année, la Neva est prise par les glaces. Et lors de la Journée internationale des femmes, ce sont des milliers d'épouses, de mères, de filles qui traversent à pied le fleuve gelé pour défiler dans les beaux quartiers. Une foule de curieux observe ce déferlement pacifique. Claude Anet est aux premières loges. Des pelotons de Cosaques font leur apparition. Pour l'instant, la police n'intervient pas. Une femme devant moi a crié aux Cosaques « Est-ce que vous me tuerez parce que je n'ai pas de pain ?» Le lendemain, 24 février, les manifestations prennent de l'ampleur. Des usines se mettent en grève. Plus de 200 000 personnes sont dans la rue. En voyant déferler cette marée d'ouvriers, un Cosaque s'écrie « Mais personne ne m'a prévenu qu'il y aurait une révolution !» Enhardis par l'absence de répression, banderoles et drapeaux rouges font leur apparition. Les protestations prennent un ton résolument politique. Des centaines d'attroupements se forment. Des meetings s'improvisent. En face de la gare, des orateurs haranguent la foule, criant « À bas le gouvernement ! À bas la guerre !» On entend même « À bas le tsar !» D'une minute à l'autre, la situation peut changer et devenir grave. La révolution est en marche.
Loin de Petrograd, au quartier général des forces armées, Nicolas II reçoit à présent des nouvelles irritées de la tsarine. Mon chéri, quel temps affreux vivons-nous. Des filles de bas étage courent et crient qu'elles n'ont pas de pain, simplement pour créer de l'agitation. De même, les ouvriers empêchent les autres de travailler. Dieu t'a chargé d'une croix terriblement lourde à porter. Seulement, sois ferme. Montre-toi autoritaire. C'est cela qu'il faut aux Russes. Fais sentir ton poing à présent. Le tsar entend bien régler le problème à distance. Son télégramme est sans appel. J'ordonne de faire cesser par la force, avant demain, les désordres. L'armée et les forces de police se dressent face aux manifestants. Ils refusent de se disperser. La troupe tire. La foule s'enfuit, éperdue. Il y a des morts, des blessés. Bientôt, le centre de Petrograd prend l'allure d'un camp retranché. On se bat tout l'après-midi. Les autos sanitaires passent sans cesse. Dans un seul hôpital, on reçoit 300 blessés. Je me mêle au groupe. Je regarde et j'écoute. Partout dans la foule, on dit que seule la police tire, mais que certains soldats, maintenant, refusent d'obéir. Cette nuit-là, dans les casernes de Petrograd, la fièvre monte. La plupart des soldats sont des paysans, des artisans ou des ouvriers, contraints par la guerre de servir sous la bannière du tsar. Choqués d'avoir dû tirer sur leurs frères, ils se mutinent et rejoignent, l'un après l'autre, le camp des insurgés. Pendant ce temps, coupé des réalités, le tsar néglige les télégrammes alarmants que son état-major reçoit de la capitale.